Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis très heureux de pouvoir vous proposer. Je vais vous parler d'un jeu que pas mal d'entre vous attendent peut-être, un jeu qui a été financé il y a plus de 3 ans désormais, édité chez Flyos Games. On va parler de Vampire Chapters. Donc Vampire la Mascarade Chapters, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu coopératif, narratif, à plusieurs embranchements en fonction de ce que vous allez choisir dans vos histoires. Il s'agira de combat, il s'agira de dialogue, il s'agira d'investigation autour de l'univers de Vampire la Mascarade, un univers que si vous ne connaissez pas, vous pourrez découvrir grâce à des jeux de rôle, grâce à des jeux vidéo et d'autres supports. Mais dans cette vidéo-là, je ne vais pas m'étendre sur cet univers qui est riche, mais on va parler donc du matériel. Déjà, tout d'abord, il faut savoir que Vampire la Mascarade Chapters est un jeu qui est édité par Flyos Games et qui est également traduit par Flyos Games. Il sera distribué en France par Funforge, il sera disponible exclusivement sur le site de Funforge à la vente. Il ne sera pas proposé en boutique. On va voir donc dans cette vidéo l'unboxing de cette très grosse boîte de Vampire Chapters. Vous trouverez donc tout le matériel que vous allez retrouver dans la version que vous pourrez obtenir sur le site de Funforge, donc qui est une version française évidemment. Donc dans cette vidéo, je vous montre tout le matériel lié à ce Vampire Chapters, et on voit ça tout de suite. Donc là voici cette boîte de Vampire Chapters, donc un jeu qui va être distribué par Funforge, mais qui est à l'origine donc un jeu de chez Flyos Games, qui a été financé il y a fort longtemps. Là on parle de il y a 3 ans, donc c'était début 2020. Qu'il a été financé, ça a pris du temps, ça a été compliqué, mais néanmoins le jeu est arrivé. Donc Vampire la Mascarade Chapters, le 1 c'est Montréal, alors je crois que c'est en lien vis-à-vis des autres extensions qu'il va y avoir, je suis pas tout à fait sûr de ça par contre. Mais donc c'est un jeu, alors je vais vous apporter une petite précision ensuite, mais je vais pas retourner la boîte pour une raison très simple, c'est que le jeu a déjà été déballé. Je le récupère de quelqu'un, donc par le biais de Funforge, que je remercie d'ailleurs, qui m'ont gentiment offert ce jeu, pour que je puisse vous le présenter, et donc je ne vais pas le retourner puisqu'il a déjà été déballé, il a déjà été dépunché, et c'est pas un jeu qui est tout à fait vertical friendly. Donc ce que je vais vous dire, c'est que la boîte est énormissime, elle est très grosse. Alors, hop, on va essayer quand même de la bouger un petit peu, ça va être un peu compliqué, hop là, voilà, un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est très très gros, c'est, je dirais, aussi gros qu'une Descent V3, pour ceux à qui ça parle. Donc c'est très épais, il est indiqué dessus, donc c'est un jeu pour 18 ans et plus. Alors oui, il y a des notions de vampire, donc il y a une notion de sang, une notion de violence, donc voilà. De 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur et par chapitre, donc voilà ce qui est indiqué dessus. Donc on commence d'abord par cette boîte qui est très jolie, moi je la trouve vraiment très jolie. Donc on retrouve différentes illustrations de vampires et peut-être d'humains d'ailleurs. Vous avez les différentes familles de vampires, les différents... j'ai perdu le nom, les différentes races, en gros les différentes familles que vous allez pouvoir incarner dans ce jeu, parce qu'il y en a plusieurs. Donc on va l'ouvrir, hop, tout de suite. Ici, c'est évidemment version française, évidemment, parce que c'est noté dessus, hein, c'est ce que je veux vous dire. Et donc voilà, quand on le déballe, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez en tout d'abord les tuiles. Donc ici, ce ne sont pas des tuiles que vous allez imbriquer les unes aux autres, comme on pourrait avoir dans un Descent ou dans un Gloomhaven. Non, ici, vous allez avoir des plateaux entiers. Et donc voilà ce que vous avez comme type de plateau, donc c'est très intéressant. Vous avez des très jolies illustrations, donc ici on voit qu'on est à l'intérieur par exemple d'une petite maison, enfin on voit que c'est pas quelque chose de très bien entretenu, et de l'autre côté vous avez une vue d'une fenêtre sur la rue, enfin voilà. Vous avez, donc ça utilise des hexagones, hein, toujours pareil vis-à-vis de Gloomhaven, donc il y a pas mal, il y a quelques notions qui sont, je dirais, empruntées à Gloomhaven dans ce jeu. Mais bon, ça reste des notions en fait, hein. Il faut vraiment pas croire qu'on est sur du Gloomhaven-like. Mais bon, pour revenir à ça, on est sur donc différents. Là, on est, je pense, sur des chambres d'hôtel. Et ici, on a donc une chambre de Peter. Non, c'est une aire d'atterrissage d'aéroport. On voit qu'il y a un porte-bagages ici. Voilà, donc des tuiles, vous en avez pas mal. Ici, on a un musée. De ce côté-là, on a la rue. Et c'est très joli. C'est très joliment illustré, en tout cas ça donne vraiment envie. Là on est dans des espèces de bureaux, non on est plutôt dans un appartement un peu bourgeois.
Voilà, ici ça ressemble un peu plus à des bureaux. Ici on serait dans une salle de vente aux enchères, voilà. Bon, bah, il y a pas mal de choses, hein. Donc voilà tout ce que vous avez comme tuiles. Je vais pas toutes les faire parce que je pense que c'est pas non plus l'intérêt de montrer toutes les tuiles. Il y en a encore en dessous, vous voyez. Alors ce petit bout de mousse, ça permet de caler hop, les tuiles pour éviter qu'elles cognent et puis forcément que vous veniez les abîmer, ce serait dommage. Hop, voilà pour cette partie-là. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le livret de règles. Donc le livret de règles qui est épais. Là, vous avez, alors qui est épais, qui est d'une taille, je dirais, standard dans ce type de jeu-là. Donc on est sur 57 pages. Beaucoup de texte, beaucoup de redites, je l'ai lu en entier déjà. Il y a pas mal de trucs, en fait, qu'il y a pas mal de segments que vous allez mettre de côté, que vous allez zapper. Parce qu'en fait, vous allez comprendre dès le début, quand je vous donne des exemples, bon déjà des exemples, si vous avez compris le combat, eh bien vous n'allez pas avoir nécessairement besoin de lire les exemples. Et vous avez certains endroits qui se répètent un petit peu. Donc après, vous allez voir, c'est pas un livre, à mon sens, c'est pas un livret qu'il faut lire intégralement, enfin juste bêtement dans l'ordre. Il y a des choses, par exemple, qui sont liées à certaines phases de jeu qu'il va falloir les redécouvrir au moment où vous allez le faire. Et pour ça, vous avez des prologues qui sont très bien faits, qui vont vous intégrer les mécaniques au fur et à mesure, et ça c'est top. Donc ça on en reparlera dans une autre vidéo. Donc en première page, vous avez qu'est-ce que le monde des ténèbres? C'est le monde qui est lié en fait à Vampire la Mascarade. Si vous ne connaissez pas l'univers, sachez que je ne suis pas le plus grand connaisseur non plus. Moi je connais surtout vis-à-vis des jeux vidéo, j'étais un grand fan de Vampire, de Masquerade Bloodlines, qui est sorti il y a une petite vingtaine d'années maintenant. J'étais absolument fan de ce jeu. Vraiment, ça a été une énorme claque. Je vous le dis très honnêtement, ça a été une énorme claque. Ce jeu vidéo. Mais bon, il y a surtout du jeu de rôle en fait autour de la mascarade. Et puis vous avez d'autres jeux. Alors il y a Vampire Masquerade Héritage, vous avez d'autres jeux vidéo, vous avez Cottage of New York, qui est un jeu narratif. Enfin, vous avez pas mal de choses. Bloodlines 2 d'ailleurs, qui est annoncé et qu'on attend depuis un petit moment. Enfin voilà pour la petite aparté vis-à-vis de ça. Mais pour tout ce qui est l'univers de Vampire de Masquerade Bloodlines, Chapters, pardon, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo, donc dans la vidéo qui sera consacrée à expliquer un petit peu ce que c'est que ça, et voir même une review si j'arrive à y jouer vraiment pas mal, parce que c'est, je pense, un petit peu moins sûr. Mais en tout cas, une vidéo pour vous expliquer comment ça marche, ça, il n'y a pas de souci, pour vous montrer les prologues, parce que vous allez voir que vous avez les prologues pour chaque personnage, c'est assez cool. Enfin voilà, ça on y reviendra après. Je me perds un petit peu. Donc voilà, un livre qui est pas mal illustré, et qui vous donnera les informations qu'il vous faut, et comme je vous le dis, en fait, il va falloir sélectionner un petit peu voilà, ce qui vous intéresse. Vous avez l'histoire de tous les personnages, donc chaque personnage va venir d'une famille de vampires spécifiques, et toutes les familles sont très caractérisées par des manières de vivre, par des pouvoirs, par des... Vous avez le pouvoir du sang, vous avez le pouvoir de l'animalisme, donc c'est côté d'une certaine caste, donc ça va être les... J'ai perdu le nom, enfin bref, peu importe. Mais en gros, vous avez, chaque famille va avoir sa propre histoire, et ça c'est intéressant. Là, vous avez donc les traditionnels livrets d'histoire, donc j'ai traditionnel dans ce genre de jeu narratif. On voit que derrière moi j'ai Sleeping Gods par exemple, ça c'est la même chose. Si vous avez Tainted Grail, c'est pareil. Vous allez devoir sélectionner le chapitre qui correspond à là où est-ce que vous en êtes dans la campagne. Un fait intéressant, c'est que vous avez... donc là, on a sur les premières pages, vous avez les fameux prologues. Donc ils sont des didacticiels, c'est-à-dire qu'ils vont vous montrer une mécanique de jeu par prologue. Et là, en gros, ces premiers scénarios vont devoir être joués en solo. Vous ne pouvez pas les jouer à plusieurs, et donc ce qui est indiqué dans la règle, c'est le mieux, ce serait de faire jouer tous les joueurs à leur personnage en prologue, ou alors tous les joueurs jouer tous les prologues, mais bon là vous comprenez que si vous faites venir quelqu'un en soirée, vous lui dites bah écoute mon gars, tu vas jouer dans ton coin, tu vas jouer à tous les scénars tout seul, non c'est pas possible. Enfin évidemment vous l'accompagnez, mais voilà. Mais donc en tout cas, de jouer le scénario prologue de son personnage, et expliquer donc correctement toutes les mécaniques pour les prologues qui n'auront pas été joués dans ce cadre-là. Mais voilà, vous avez donc de quoi... donc ça, ce sont tous les personnages, les noms des personnages que vous allez pouvoir incarner. Donc on a les différentes familles, les Bruja, les Ventru, les Nosferatu, voilà, les Toréadors, bref. Hop. Et donc vous savez tout le livret d'histoire.
Vous avez, c'est assez classique, donc une mise en place, un texte. Alors c'est assez simple, hein, je trouve que c'est très lisible et très clair. Et donc vous avez ce que vous devez lire après, parce que je vais vous montrer qu'il y a d'autres choses à voir. Voilà ce qu'il fallait voir en tout cas pour ce qui est des documents. On retire ce morceau de plastique là, hop, qu'on va mettre par terre. Et voilà ce que vous avez au tout début. Donc quand je vous disais que je l'ai reçu en fait déballé, quand je l'ai reçu par la poste et que je vous disais que c'était pas tout à fait vertical friendly le truc, j'en avais partout en fait. Tous les tokens que vous avez là se sont dispersés dans la boîte. Donc ça c'est pas ce qui va vous arriver si vous allez recevoir le jeu parce que vous allez l'avoir en punchboard. Mais en tout cas, sachez que lorsque vous allez l'envoyer, si jamais vous le vendez ou j'en sais rien, ou vous l'envoyez à un copain, eh bien il va falloir remplir un petit peu tout ça pour éviter que ça se déballe. Donc qu'est-ce qu'on trouve tout d'abord? Alors il faut savoir qu'il y a une foultitude de standees. Parce que, pour revenir à ça, comme dans Gloomhaven, les ennemis sont illustrés par des standees. Donc vous avez, hop, ce type de standee là. Alors je vais juste... Hop, voilà ce que l'on voit. Hop là, je l'ai perdu. Voilà, je l'ai perdu là. Donc vous avez pas mal de standees qui représentent donc les différents personnages. Vous en avez énormément. En fait, ils sont nommés, ils sont numérotés de 1 à 71 à gauche, ou de 1 à 70 et 71 et plus à droite. Donc vous en avez vraiment beaucoup. Et ces standees, ils vont aller dans ces socles-là. Vous avez des socles noirs qui correspondent aux personnages classiques. Les socles rouges, ce sont des personnages proies, c'est-à-dire que ce sont des personnages dont vous allez pouvoir boire le sang en tant que vampire. Donc ça, vous allez leur mettre un petit standee rouge pour pouvoir les indiquer comme ça. Vous avez quoi d'autre là-dedans? Alors, hop, je n'ai pas de schéma de rangement dans cette boîte. Alors, je ne sais pas s'il y était à l'origine et qu'on ne me l'a pas transmis, mais je n'ai pas trouvé non plus sur internet un moyen de ranger correctement. Parce que bon, le jeu n'est pas encore sorti, donc là c'est rangé comme j'ai pu. Donc si jamais vous trouvez que c'est nul, c'est peut-être parce que je m'y suis mal pris, hein. Je vais pas vous vendre du rêve. Mais voilà, ça c'est possible, donc vous avez différents jetons, beaucoup de jetons forcément, ça ce sont des jetons état par exemple. Donc le design est assez cool, après ce sont des jetons, hein, donc il n'y a pas non plus de quoi se taper le cul par terre, mais vous avez des jetons pour chaque état. Évidemment que les états sont référencés dans le livret de règles. Vous avez des dés. Donc les dés, ça va être une des mécaniques essentielles du jeu. Donc là, je vais remettre ça là-dedans. Hop. Vous allez réaliser des... alors ça s'appelle pas des tests, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est le même principe. Vous allez devoir lancer ces fameux dés pour pouvoir ajouter à ça des valeurs qui correspondent à des attributs liés à votre personnage. Par exemple, si vous faites un combat, eh bien vous allez lancer un nombre de dés qui correspond à votre valeur en physique. Donc si vous avez 3 en physique, eh bien vous lancerez 3 dés. Et vous allez regarder votre valeur d'attribut bagarre, par exemple si vous faites un combat au corps à corps, et vous allez rajouter les succès que vous allez réaliser donc, sur ces dés-là, qui correspondent donc à ces symboles-là. Là. Vous rajoutez le nombre de symboles comme ça que vous avez fait à la valeur que vous avez de brutalité, enfin de bagarre, et vous avez votre valeur de test, et il faut regarder par rapport à la résistance de l'ennemi, voilà en gros. Et vous avez des rouges qui eux sont dédiés, qui remplacent les noirs lorsque votre vampire a soif. C'est-à-dire que lorsque vous avez consommé trop de sang en utilisant des pouvoirs, ou parce que... si, surtout, essentiellement en utilisant des pouvoirs du sang, eh bien, vous allez vous tomber sur des dés rouges. La différence, c'est que les dés rouges, vous ne pouvez pas les relancer. Lorsque vous avez des dés noirs, vous allez pouvoir utiliser de la volonté pour les relancer, ce que vous ne pouvez pas faire avec des dés rouges, donc forcément, c'est plus contraignant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a, en termes de tokens, donc ici, on a des faveurs. Donc les faveurs que vous allez pouvoir échanger chez le marchand contre des objets, contre de l'équipement. Hop, donc la monnaie du jeu, ce sont les faveurs. Vous avez des faveurs de 5 et des faveurs de 1, tout simplement. Hop, donc ça, je le place ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais plus ce que j'avais mis là. Ça, ce sont des jetons invocation. Donc en gros, ce sont des trucs qui vont popper sur le terrain, et qui prennent la place d'un hexagone entier. Donc ils n'ont pas de standee, mais en gros vous le placez. Vous avez une petite flèche dessus, juste comme ça, la petite flèche c'est la direction dans laquelle il regarde. Il y a un intérêt là-dedans, c'est que si vous, en gros, vous attaquez dans le dos d'un ennemi, eh bien vous allez gagner un dé supplémentaire. Voilà. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une jauge d'initiative. Vous allez indiquer, en fait, au début d'une rencontre, d'un combat, vous allez devoir placer chaque jeton d'un joueur. Donc je vais vous montrer, hop, les jetons.
des joueurs et des ennemis. Donc par exemple, si vous avez ce joueur-là, alors je ne sais pas si on va le voir clairement, si vous avez ce joueur-là, bien, vous le placez, si vous avez 3 d'initiative, vous le placez enfin, de telle manière à ce qu'il soit à côté du 3, et ensuite vous allez identifier les autres ennemis avec des paires de jetons comme ça, donc il y a des paires de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous en mettez un sur l'ennemi et un sur la piste d'initiative, et ça vous permet de suivre l'initiative donc de l'ennemi en question. Donc ensuite, vous avez ces marqueurs-là, donc si j'arrive à les attraper, voilà ceux-là, qui sont des marqueurs donc, que vous allez pouvoir placer à l'instar d'un zombicide sur les fiches des ennemis, pour pouvoir, ou des alliés même d'ailleurs, pour pouvoir indiquer le nombre de dégâts qu'ils ont encaissés. En fait, ça va se glisser sur les cartes, donc je vais le garder de côté histoire de pouvoir vous montrer. Ça, ce sont des marqueurs, donc des marqueurs que vous allez utiliser, donc des marqueurs, hop, qui vont s'utiliser sur des... Je vais y arriver, je sais pas où je l'ai fait tomber, hop, qui est tombé là. Ce sont des marqueurs que vous allez pouvoir utiliser sur plusieurs types de... sur les fiches de personnages pour indiquer la volonté, pour indiquer la soif et pour indiquer le nombre de dégâts qu'ils ont chopés. Et également, vous allez pouvoir le mettre sur un petit tableau qui va permettre de suivre en fait le déroulé d'un round. Entre autres choses, d'ailleurs on va le retrouver là-dessous, donc je vais le garder de côté, je vais vous montrer. Là on a un sablier, parce que oui, en fait vous avez une mécanique assez originale dans ce jeu. À certains moments vous allez devoir prendre une décision assez rapide, et donc il va falloir utiliser ce sablier, et donc vous savez à peu près ce qu'il va falloir faire, c'est répondre avant que ça s'écoule, ou au moins avoir la réponse quand ça va s'écouler. Donc voilà à quoi ça va servir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des jetons, donc des jetons terrain. Donc ces jetons, vous allez les placer en fait sur le terrain, et ça va altérer les ex qui sont concernés. Et là vous avez la même chose, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Eh bien on a des figurines, évidemment on a des figurines ici. Donc je vais vous les montrer, mais avant ça je vais prendre ce qui est en dessous, puisque en dessous vous allez avoir les fiches de personnages qui vont correspondre à ces figurines. Donc on va voir ça, on va faire le parallèle des deux, ça va être cool. Hop, ici on a les cartes d'abord. Alors vous avez des cartes qui correspondent, donc comme je vous le disais, vous avez des marqueurs aux personnages que vous allez pouvoir rencontrer, les personnages non-joueurs, et vous avez donc potentiellement des alliés, puisque par exemple dans ce jeu-là, lorsque vous allez jouer en solo, vous allez forcément avoir un allié, donc un personnage non-joueur qui va être avec vous. Alors j'ai pas la règle en tête, mais sachez que c'est possible, lorsque vous jouez en solo, vous n'allez pas jouer entre guillemets deux personnages, donc comme si on jouait en mode schizophrène entre guillemets, mais vous allez jouer avec un allié, et par contre le jeu est réputé plus dur lorsqu'on joue de cette manière-là. Et donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était l'utilisation de ces cartes-là, et donc si vous infligez un certain nombre de dégâts, et bien ça, hop, ça va se glisser comme ça, et vous allez le décaler à chaque fois. Il y a des petits points en fait qui sont indiqués, vous allez le décaler à chaque fois jusqu'à la mort du personnage qui est en question. Voilà. Donc ça, hop, ça retourne dans cet espace-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cartes ici qui sont des cartes effets. Ces cartes effets, hop là, elles sont triées en fonction d'un numéro qui est indiqué. Donc là, j'ai 95, 94, etc. Donc bon, il y a du texte, c'est surtout du texte, et vous allez parfois, en fait, par des effets de scénario, avoir des effets comme ça. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à en dire dans une vidéo d'unboxing. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des objets, donc vous avez, hop, quelques objets, des uniformes, des mélanges, des seringues, voilà, des objets, donc forcément c'est un peu hors contexte, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, vous avez des petites cartes, en tout cas objets, sachez que ça existe. Qu'est-ce qu'on a, hop, d'autres là-dedans? Je leur mets ça à sa place. Ici, on a des disciplines, parce que oui, quand vous allez incarner une famille de vampires, vous allez avoir les disciplines vampiriques qui viennent avec. Donc qui sont liées généralement qui sont liées à la consommation de sang, à l'utilisation du sang, de la jauge de sang que vous avez sur votre personnage. Si vous utilisez trop de jauge de sang, votre personnage tend vers ce qu'on appellera la bête, qui est l'instinct sauvage primitif de ce qu'est devenu en fait votre humain. Il est devenu un vampire, et donc il va tendre toujours vers cet aspect bestial, et il va falloir faire très attention à ce que ça n'arrive pas, qu'il ne soit pas pleinement incontrôlable, parce que dans ce cas-là, il va rentrer en frénésie, il risque de massacrer tout le monde, et de casser les règles de la Camarilla, qui sont les règles vampiriques, qui permettent en gros de cacher, entre plein d'autres choses, mais de cacher l'existence des vampires aux yeux des humains. Voilà. Voilà pour le petit contexte. Ici, on a des cartes combat. Donc en gros, vous allez, dans ce jeu,
au départ avoir des cartes deck de base. Vous en avez plusieurs, donc voilà à quoi ça ressemble, et donc ces cartes, vous allez avoir des cartes qui sont attaque, des cartes défense, et des cartes mixtes qui vous permettront de faire l'un ou l'autre en fonction de la situation. Ces cartes, ces decks de cartes, je vais y arriver, vous allez les améliorer en fonction des attributs que vous allez améliorer également. Si par exemple vous êtes bagarre en 2, eh bien vous aurez les cartes bagarre 1 et bagarre 2. Vous avez des cartes bagarre 3, vous avez des cartes par exemple athlétisme 1 et 4. Vous n'avez pas 2, je crois que c'est un truc comme ça. Donc vous voyez, il y a plusieurs moyens en fait d'améliorer ce deck en fonction de l'évolution de votre personnage. Et ici on a quoi? On a des cartes combat, et là donc ce sont les decks des ennemis. Donc là, j'en reviens encore une fois à Gloomhaven. C'est le même principe, en fait, les ennemis vont avoir leur propre deck de cartes qui va être identifié. Ici, on voit par exemple le combat humain. Donc c'est le deck de cartes qui va être lié aux personnages qui auront le mot-clé humain. Vous en avez pour Ghoul, vous en avez pour Vampire, enfin bref, vous avez compris le principe, c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir ce type d'ennemi, vous allez prendre le deck et le préparer, le mélanger, et le placer à côté de la fiche de l'ennemi. Ensuite, donc, c'est ça que je voulais vous montrer, les différents personnages. Déjà, les fiches, les illustrations, je les trouve absolument superbes. Donc, ici, on a, alors j'aimerais bien, voilà, on a ici, donc, du clan de la famille des Gangrel, Aren Conway, donc ce personnage-là, et là, vous avez, en fait, sur le trait de rangement, en thermoformé, vous avez l'icône qui correspond à la famille, ce qu'on peut facilement retrouver. Donc ici, hop, on a ce personnage-là. Petit aparté, vous avez vu, il y a des cases vides, bah oui, parce que c'est pour les extensions. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins, c'est pour les extensions. Ici, donc, c'est Gabe Tremblay, un caïtif, c'est... j'imagine que ça se dit comme ça. C'est un personnage, c'est un vampire assez spécial, puisqu'il n'a pas de famille. En gros, il a été transformé, et il a été laissé tout seul. Et donc, il a découvert lui-même que c'était un vampire. Enfin, en gros, il n'a pas été accompagné, donc il n'a pas de famille, il n'a pas de tradition, il n'a pas de coutume, voilà. Donc voilà ce personnage-là. Hop, on poursuit avec alors les Brujas, donc Thomas Sharpland, qui sont en gros les plus violents, les plus anarchistes des castes de vampires. Donc ça, on voit un peu la tête du bonhomme. Hop. Ici, on a les Malkaviens. Alors, les Malkaviens de mémoire, parce que ça remonte quand même, c'est ceux qui ont une force d'esprit assez énorme, mais qui par contre ont tendance à tourner un peu fou. Tellement, en fait, il y a des choses qui se passent dans leur tête. Ou c'est la maladie de leur sang, je sais plus. C'est un truc comme ça. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Je prendrai le temps de relire le lore de Vampire avant de faire la vidéo règle, ou la vidéo règle, enfin bref, peu importe. Mais n'hésitez pas à me corriger si vous êtes un spécialiste ou si vous avez beaucoup de connaissances vis-à-vis du lore de Vampire. Celui-ci, c'est Samuel Armstrong, un ventru. Donc les ventrus, il me semble que ce sont plutôt les bourgeois. Alors là, je m'éloigne un peu parce que je suis vraiment plus sûr de moi. Hop, voilà à quoi ressemble cette figurine. Donc les figurines sont vraiment très 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 jolies. Alors, je dirais qu'on est quasiment... Allez, je vais prendre un autre avant que je me fasse mentir. On est un petit peu en deçà de ce que fait Cool Minis or Not. Voilà. Mais ça reste quand même très sympa. Ici, on a les Toréadors, qui sont un peu les romantiques de la bande. Là, hop, la petite rose qui va bien. C'est ce personnage-là. Voilà. Donc vraiment, je redis, les illustrations, je les trouve absolument magnifiques. Là, on a les Trémères. Donc les Trémères, c'est ceux qui utilisent la magie du sang. Voilà, ils sont assez redoutés normalement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, hop. À quoi ils ressemblent. Et enfin, les Nosferatu. Alors les Nosferatu, c'est ceux qui sont un peu les maudits de la bande, puisque les Nosferatu, en fait, en plus de leur état de vampire, ont pris l'aspect physique de monstres, et donc ils ne peuvent pas se montrer aux yeux de tous. Et ça, c'était un truc, si j'en reviens aux jeux vidéo, qui était très très intéressant, parce que parce que c'était un jeu de rôle, le jeu Vampire Masquerade Bloodlines, si vous jouiez un Nosferatu, contrairement à toutes les autres classes, il fallait que vous naviguiez par les égouts pour pas que les humains puissent vous voir, parce que c'était une manière de casser la camarilla, puisqu'ils découvraient des monstres, des vampires du coup, et il faut pas que ça arrive, évidemment.
Donc voilà ce que l'on a vu, enfin ce que l'on pouvait voir concernant les personnages. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous? Alors voilà, vous avez la fameuse jauge, donc la fameuse jauge de mascarade. Donc la mascarade, c'est les fameuses règles, je vous parle, la règle politique, qui fait qu'il ne faut pas la casser plusieurs fois. Alors je sais plus si c'est, pour moi c'était la Camarilla la règle, et la mascarade du coup c'est le fait d'éviter de casser, enfin de montrer le fait qu'on était des vampires, enfin bref. En gros c'est là-dedans. À chaque fois que vous allez réaliser quelque chose qui va casser ces règles, donc qui en gros vont révéler l'existence des vampires, ou au moins semer le doute, et bien vous allez déplacer le cube de 1. Voilà. Et lorsque vous déplacez le cube, eh bien vous allez ouvrir des enveloppes qui se trouvent là-dessous au bout d'un moment. Et autrement dit, ça va commencer à chauffer pour vos fesses, attention, parce que les politiques vampires au-dessus, ils vont pas être super d'accord avec le fait que vous soyez en train de faire n'importe quoi. Là, vous avez la jauge de statut. Alors ça, je la connais pas encore. Je vais pas vous dire de bêtises. Et là, la jauge de round, parce qu'à certains moments, dans des scénarios, il faudra résoudre des choses, des combats ou quoi que ce soit, en un certain nombre de rounds. Et donc, dans ce cas-là, il faudra noter où est-ce que vous en êtes. Voilà. Et oui, ce que j'ai pas dit aussi, pardon, c'est sur les fiches, et bien là, vous avez, pareil, c'est du double couche, vous placez en fait des petits cubes pour identifier le nombre de dégâts, la volonté et la soif. Et en plus de ça, vous avez, hop, est-ce que je l'ai caché là-bas? Je crois que oui, ouais. Vous avez ce type de marqueur-là que vous allez pouvoir placer dedans, parce qu'en fait, vous allez avoir un certain nombre de dégâts maximum, de volonté maximum, en fonction des caractéristiques de votre personnage au moment de la partie. Et donc, tout ce qui est au-dessus de ce que vous pouvez avoir, sera masqué par ce petit jeton crâne, donc pour pas que vous perdiez en fait quand vous allez déplacer votre cube. Donc si par exemple vous avez une jauge de vie maximum de 6, et bien tout ce qui est après, vous allez le cacher avec ces petits carrés avec un crâne, quoi, ces petits jetons. Voilà, voilà ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a? Du coup on a les fameuses enveloppes, hein. Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, vous avez un errata dedans. Il y a un petit errata sur des petites bricoles qui se trouvent dans la règle. Donc, comme je vous ai dit, la règle, je l'ai lue. J'ai trouvé quelques bricoles, en effet. Bon, voilà, il n'y a pas de quoi non plus crier au scandale. Et un fait qui est très sympa, très sympathique, c'est que parfois vous avez des termes qui sont utilisés plutôt du côté de nos amis québécois. Parfois, quand on vous demande de piocher, on vous demande de piger une carte. Quand on vous demande de lancer les dés, vous les lancez pas, vous les roulez. Voilà, ça c'est anecdotique, hein, mais c'est assez sympa. Et donc là, vous avez une fiche de référence rapide, donc une fiche d'aide de jeu, voilà. Il manque une aide de jeu, je trouve. Une vraie aide de jeu, je veux dire. Par exemple, pour tout ce qui est symbole, notamment lié aux états, il faut aller voir dans la règle. Donc ça va arriver au fur et à mesure, je pense, sur Board Game Geek, pardon. Ce type de fiche. Peut-être que ça existe peut-être que ça existe déjà sur le site, je suis pas sûr, sur le site officiel. Je pense pas parce que le jeu n'est pas encore sorti. Mais voilà, ça c'est un petit truc qui manque, mais on sait que ça se résout généralement avec la communauté. Et donc au fond, là vous avez quelque chose qui est assez original, là, parce que c'est pas des paquets de cartes, ce sont des livrets. Et en fait, quand vous allez jouer un scénario, vous allez sortir le livret, donc là vous avez les scénarios des prologues, mais si vous allez un peu plus loin, vous avez des livrets un peu plus épais. Par exemple ici chapitre 11, hop là, Red Path, 19h, et en gros c'est à l'intérieur vous avez des événements. Vous allez lire les événements en fonction de ce que va vous dire le livret d'histoire, donc celui-ci. Par exemple, quand vous lisez, je vous montre, alors ça spoil pas grand chose, hein, parce que c'est le prologue et ça sert à apprendre à jouer, vous allez, hop, ouvrir par exemple ce prologue qui vous dit Aren Conway, donc c'est pour apprendre à jouer Aren Conway qui est le personnage Gangrel. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis une bêtise? Je corrige ça, c'est le personnage Gangrel, tout à fait. Quand vous allez jouer son prologue, en gros, ils vont vous dire qu'il y a un texte qui est lié à ce qui va se passer, et il y a marqué l'objectif, et il y a marqué l'action que vous allez devoir faire maintenant, révéler la carte profil de votre adversaire, bon ça on y viendra après, mais voilà, c'est une carte qui permet de déterminer toutes les caractéristiques de votre adversaire, et lisez l'événement. Et en gros, quand vous dites lire l'événement, et bien vous ouvrez votre petit livret, et donc là vous avez tout un tas de petits textes. Alors celui-ci il est assez cool, enfin il est assez cool, ils sont tous assez cool, mais celui-ci est assez cool parce que c'est vraiment un truc didactique, au fur et à mesure vous allez tourner les pages, et là par exemple sur ce prologue là, vous allez apprendre ce qu'est le combat. Comment est-ce que ça se déroule? Et donc là, vous allez
tourner les pages les unes après les autres, et de cette manière-là, eh bien, vous allez suivre le déroulé d'un combat. Et donc ça, c'est vraiment cool. C'est une super idée. Est-ce que, à la longue, ça je vous le dirai, si les carnets sont pratiques ou pas, parce que bon, mine de rien, c'est sympa, moi je trouve ça assez sympathique, mais est-ce que c'est pratique finalement? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Je pense que ça permet d'alléger le livret d'histoire, ce qui n'est pas une mauvaise idée, avant d'être submergé d'infos. Et de pouvoir introduire en fait des petits éléments au fur et à mesure, et ça je trouve ça assez intéressant. Je dis à voir sur plusieurs parties, ça je pourrais vous le dire plus tard. Et voilà, c'est ce qui conclut donc notre unboxing. Et si, pardon, je vous ai pas parlé de ça en fait. Alors ça c'est tout simple, hein, ce sont les fiches de votre personnage, donc vos personnages en fonction de celui que vous aurez sélectionné. Il va avoir donc des caractéristiques qui sont déjà cochées, qui vous permettront d'avoir des succès dans certaines disciplines. Donc voilà, vous avez des attributs, des compétences, et en bas vous avez les disciplines vampiriques qui sont donc des espèces de pouvoirs liés à votre état de vampire. Et en bas vous notez l'XP que vous allez sélectionner, que vous allez récupérer, pardon. Et donc forcément il y aura une notion de progression de votre personnage au fur et à mesure des parties, en sachant que vous avez la possibilité de switcher de personnage en cours de campagne. Par contre, vous perdez tous vos objets, etc., mais vous conservez les points d'expérience. Voilà ce qu'il fallait voir concernant ce Vampire Chapters. Donc, en termes de matériel, donc ce sera la version qui sera vendue en boutique, directement sur Funforge, pardon. Donc, en termes de matos, je trouve ça assez cool. Je connais pas le prix de vente, je n'avais pas participé à la campagne, je le redis, c'est une boîte qui m'a envoyé Funforge. Mais en tout cas, en termes d'illustration, voilà, moi ce type de truc-là, vraiment, je trouve ça vraiment très cool. Vraiment, le thème, il est respecté à fond. Ça donne vraiment envie, en fait, de s'investir dans l'histoire, de voir un petit peu où est-ce que ça mène. Après, ça veut tout rien dire. Moi, il y a certains jeux comme ça où je trouvais ça très beau. Par exemple, Everfield, j'avais trouvé ça vraiment très beau, mais le jeu, j'avais pas vraiment accroché. Après, voilà, il y a beaucoup de tokens, il y a beaucoup de standees, et il n'y a pas de moyen de les ranger. Ça, c'est un peu dommage. Après, forcément, ça prend de la place. J'ai pas la solution miracle, mais on voit qu'il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup d'espace vide. Est-ce qu'il y aurait peut-être eu mieux à faire? Je ne sais pas. Mais là, c'est vrai que le fait de mettre en vrac les standees de cette manière-là, c'est pas le truc le plus pratique, quoi, pour pouvoir ensuite chercher, parce que là, on va vraiment fouiller, hein, parce que vous cherchez l'ennemi numéro, enfin le personnage, le PNJ numéro 78, et vous savez que ça va être 71 à plus, ça va être là, vous allez devoir fouiller là-dedans, en fait, hein. Vous allez chercher, vous allez fouiller, vous allez trouver, mais voilà, ça risque de prendre un peu de temps, un peu plus de temps de mettre en place. Maintenant, si, encore une fois, je fais le parallèle avec Gloomhaven, je sais que dans Gloomhaven, c'était pas non plus le truc le plus simple, sauf si vous achetiez le truc de rangement e-Raptor, là, qui vous permettait, l'insert de rangement qui vous permettait de ranger, de classer tous les ennemis dans chaque compartiment. Sauf que, évidemment, ça vous rajoute un coup au bout, quoi. Voilà, donc je divague, mais hop, c'est ok pour tout ça, je vérifie, mais non, tout est dit, donc voilà ce qu'il fallait voir concernant ce déballage, cet unboxing de Vampire Chapters. Donc vous voyez, pendant que je suis en train de ranger ça, eh bien je vais vous dire si cette vidéo vous a plu, et si vous voulez voir plus de contenu concernant ce Vampire Chapters, alors spoiler, il y en aura, il n'y a pas de doute là-dessus, mais s'il y a quelque chose que vous voulez voir en particulier, parce que j'avais dans l'idée éventuelle de faire des vidéos liées au prologue, justement, où vous puissiez voir un peu l'histoire, parce que ça introduit des notions de scénar, voilà, c'est intéressantes, de ce que j'en ai lu pour l'instant en tout cas, les notions mécaniques qui vont avec, donc à voir, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ce type de gameplay sur la chaîne? Est-ce que vous voulez voir du live Twitch lié au jeu? Est-ce que vous voulez voir de la review, de la vidéo règle, enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse. Si vous avez apprécié les vidéos, évidemment, laissez-moi un petit pouce bleu, c'est toujours cool de voir, de recevoir ce genre de soutien, puisque ça permet aussi de développer la chaîne, hein, bien évidemment, ça vous le savez. Et si vous passez ici par hasard, parce que par exemple vous cherchez du contenu sur Vampire Chapters et qu'il n'y en a pas encore beaucoup, j'ai un peu la chance d'en avoir un petit peu avant tout le monde, eh bien abonnez-vous. Moi ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux ici, comme d'habitude, donc abonnez-vous.
Chez Jeux en carton, on fait pas mal de choses, la vidéo règle, on fait de l'unboxing, on va faire du live Twitch bientôt, on fait de la review, on fait de l'Instagram, du Facebook, bref. Donc abonnez-vous, et en attendant, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.